bâti des relations gagnant-gagnant avec des gens. Chaque fois que je fais une transaction, est-ce que c'est bon pour l'autre partie puis c'est bon pour moi? Parce que l'autre partie, elle va me référer après. Il y a des gens qui j'ai acheté des immeubles qui m'appellent « Hey, mon cousin veut vendre son immeuble, t'es-tu intéressé? » Pourquoi? Parce que j'en ai laissé 100 ans pour que les deux, on fasse une belle transaction. Bienvenue à une autre émission de Nick et Jimmy. Aujourd'hui, on a un invité incroyable. Cette personne-là a commencé dans l'immobilier avec absolument zéro. Et maintenant, il est rendu à presque 800 portes. C'est un gourou de l'immobilier. Personne incroyable. Son histoire va vous inspirer. Monsieur Jocelyn Grégoire. Merci d'être sur notre émission. Tu me diras combien je te dois, je te signe un chèque. C'est une Parfait. bonne présentation. Good. Ça fait longtemps que tu es immobilier, hein? 2007. 2007? Premier investissement 2005-2006, Okay. Mais c'était comme par la bande un peu. Mais j'ai décidé de faire de l'immobilier à temps plein à partir de 2007. Wow, en temps plein? Ouais. Donc, depuis ce temps-là, tu fais juste immobilier? Je fais d'autres choses aussi, mais je veux dire, ma business principale, c'est l'immobilier. OK. Je me lève le matin en disant, je vais faire de l'immobilier, puis s'il reste du temps, je fais d'autres projets. C'est comme quoi? C'est quoi les autres? Il y a le magazine des mordus d'immobilier. Ça reste de l'immobilier, là, mais c'est un magazine. Il y a les formations qu'on donne, les séminaires, les séminaires, week-ends. On fait du prêt privé beaucoup. On a un fonds de 25 millions pour passer à des investisseurs. Oh wow! Tu arrives à la banque puis il n'y a pas de marché, ben, ce que tu peux faire, ben, c'est d'avoir un prêteur privé, puis là, il va t'aider à... Hard money lending, right? C'est ça. Oh wow! L'intérêt, c'est combien? That's private financing. Ouais. Environ combien d'intérêt? 12-13%? 8 à 12 en premier rang, 12 à 16 en deuxième rang. OK. Mais tu sais, c'est toujours des courts termes. Fait que, même si tu payes 12 d'intérêt sur 3 mois, c'est 3 de ton projet. Exactement. C'est pas cher. Fait il y a moyen d'avoir des termes qui sont très courts. Puis ça permet de faire avancer un projet, puis d'aller voir la banque, puis d'aller chercher le financement. OK. Parce que, tu sais, imaginons que tu veux acheter un 8 logements, puis il y a juste 2 locataires dedans. Exactement. La banque va te financer sur la valeur économique. Exactement. Qui est basée directement sur les revenus. Exactement. Mais tu n'as pas de revenus. Fait que la banque va te dire, je peux pas te financer. Oh, wow! Fait que là, tu vas voir le prêteur privé, tu mets 3-4 locataires de plus, tu retournes voir la banque, tu payes ton prêteur privé. Puis combien de dépôts que la personne doit avoir? Y a-t-il comme... C'est vraiment du cas par cas. Mais Comme généralement, 20%. on essaie d'avoir 75% de ratio pré-valeur, donc 75% d'argent emprunté, 25% de mise de fonds. OK. Ça, c'est pour les banques ou private finance? Private. OK. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux utiliser aussi d'autres immeubles. Tu prends l'équité sur un Exactement, immeuble, fait que, ouais. tu sais, on va faire un montage financier à 2, OK. 3, 4 immeubles. Donc, exemple, si le building, c'est un beau projet pro forma. Ouais. OK? Donc pour le futur? C'est ça. Nous autres, le potentiel, on va en tenir compte. OK. Tandis que la banque ne tient pas compte du potentiel. Développe le potentiel, revenez nous voir. Fait que c'est là le bridge qu'on peut faire avec les... Donc, exemple, maintenant, c'est un logement de 8 unités, par Yes. exemple. Il n'y a personne en ce moment. On va dire que chaque unité, il y a besoin de 10 000 pour les réparations, whatever. Bon. Fait que là, tu as besoin de 80 000 de plus que le prix payé. Exactement. Ce qu'on va faire, on va garder le 80 000 chez le notaire. Tu vas faire les travaux, puis on va payer à ta place pour être certain que la valeur de l'immeuble augmente. OK, donc faites comme genre un financement total du projet et du CAPEX. Oui, projet, rénovation, wow. OK. Développement de potentiel. Nous, là, dans le fond, on regarde le projet fait du sens, ben, on embarque avec vous autres, les emprunteurs, là, on embarque avec eux autres en faisant un prêt. Puis, tu sais, les prêteurs, généralement, c'est des gens qui ont déjà réussi en immobilier. Puis là, ils se disent, j'ai des liquidités, je veux plus vraiment travailler, mais si jamais il y a un problème, je suis capable de reprendre le projet, j'ai fait ça toute ma vie. Wow. C'est une question pour vous. À cause on investit aux États-Unis, immobilier, est-ce que, disons, les chiffres font du sens pour vous? Est-ce que vous faites la même chose aux États-Unis ou juste Québec? Moi, je suis spécialisé vraiment juste Québec dans le multilogement, 6 logements et plus. Pourquoi? Parce que le calcul de valeur économique, parce que la façon que les banques financent, parce que c'est ma recette. Puis, tu sais, dans la vie, si tu veux avoir du succès, c'est super facile. Trouve une bonne recette, répète-la. Exactement. À chaque fois que tu la répètes, tes procédures sont meilleures, ta façon de faire est meilleure, tu avances plus rapidement, c'est de plus en plus facile. Fait que j'essaie de faire ça. Par contre, il y a quelqu'un qui est venu me voir il y a 2 ans,
Puis il y avait une belle opportunité à Détroit. Fait qu'on a 27 maisons, je pense, à Détroit. Ah, ok, nice. On achète des maisons tranquillement pas vite, puis on les paye vraiment pas cher, là, 15 000 la maison 30 par 30. On met 5 à 10 000 de réno dedans, puis on met un locataire qui va nous payer à peu près 700-800 de loyer. Comme exemple, maintenant, parce que auparavant, j'avais personnellement un building de 22 unités. On a vendu tout ça. Mais maintenant, il y a une madame qui nous approche avec une maison à Ohio. C'est 50 000 que la personne veut. C'est une valeur de 85 000 environ. Mais on doit mettre environ 7 000 de réparation. Ouais. Donc ça va être total 57 000. Et le loyer, c'est 1 200 par mois. Exactement. Ah, c'est bon. Carrefour des Érables, c'est la plus grosse transaction de 2018 en nombre de portes. Carrefour des Érables à Longueuil. Okay. 419 portes résidentielles, 4 portes commerciales. Donc, total 423 portes. C'était, je pense même en 2019, il n'y a pas eu plus de portes achetées d'un coup. Là. Cette année, c'est 264, la plus grosse transaction. Fait que l'an passé, là, c'était notre coup de maître, sauf que faut que tu digères ces portes-là. Là, ça prend 10 mois faire la transaction, puis après ça, il faut t'apprendre à les connaître, il faut que tu les gères, il faut que tu connaisses ton parc. Property management. C'est ça. On a décidé de mettre une équipe en place pour nous permettre d'aller plus vite, de former cette équipe-là comme il faut, puis de ne pas faire d'acquisition pendant un certain temps. Puis là, on rentre pour un 250 puis un 150 d'ici la fin de l'année, fait qu'on va aller chercher 400 portes de plus. Wow. Ouais. Puis vous avez un portefeuille de combien maintenant? En presque 800. 800. Ça va nous donner 1200 à la fin de l'année, en principe. Ouais. Puis c'est quoi ton histoire? Comment tu as commencé? Pourquoi tu as commencé dans l'immobilier? Moi, j'ai commencé... l'immobilier, là, le plus loin que je me rappelle, j'ai toujours trouvé ça beau, un bloc. Puis là, dernièrement, les architectes se sont forcés un peu, mais les blocs des années 60, 70, 80, c'est laid, c'est carré, il y a des balcons qui dépassent, il n'y a pas d'architecture là-dedans. Puis moi, je regardais toujours ça avec une certaine... wow, tu sais. Puis quand j'étais tout petit, là, je me souviens, il y a un bloc qui était... j'habitais dans un demi-sous-sol avec ma mère monoparentale puis mon frère. Puis en diagonale, il y avait un bloc, puis le propriétaire de ce bloc-là, il venait tous les premiers du mois. Moi, je ne catchais pas, on le voyait pas souvent. Tu sais, je ne catchais pas, c'était le jour des loyers, mais j'étais tout jeune. Puis là, il descendait avec des beaux habits, puis véhicules de luxe. Puis je viens d'un coin assez populaire. Là, tu sais, les véhicules de luxe, ça n'avait pas sur ma rue. Donc là, je le voyais rentrer 10-15 minutes, il ressortait de là, puis il avait vraiment l'air satisfait là, de ce qu'il venait de faire. Puis j'avais pas compris, mais il venait de collecter ses loyers. Tu sais. Puis là, on le revoyait venir une fois par mois comme ça. Puis ça m'a toujours marqué, puis j'ai vu ce gars-là, j'ai fait comme, tu sais, j'aimerais ça avoir le lifestyle qu'il a, tu sais. Des beaux habits, un beau véhicule, je voyais jamais ça sur ma rue. Puis, tu sais, avec le temps, je me suis souvenu de ça. Puis, à un moment donné, ben tout le temps, je regardais les blocs appartements, puis je tripais là-dessus. Puis, tranquillement, pas vite, je me suis bâti un petit patrimoine. Là, je roulais pas sur l'or, mais tu sais, mes affaires allaient bien. J'étais en affaires depuis que j'avais 18 ans. Puis, ma conjointe tombe enceinte de notre deuxième enfant. Donc, on avait un petit cottage, split level. Puis, il manquait une chambre. J'ai dit, je vais mettre la maison à vendre. Puis là, on parle qu'on est en 2005. Je mets la maison à vendre. J'avais acheté en 99. Fait que ceux qui connaissent un petit peu l'immobilier, là, il y a eu un boom incroyable au niveau des valeurs au Québec à ce moment-là. Puis, j'ai vendu ma maison comme 2 fois et demi le prix que j'avais payé. Oh, wow! Fait que là, tu sais, j'ai pas été école longtemps, mais j'ai tout de suite fait, fuck, je veux faire ça le restant de mes jours. Tu sais, si j'avais acheté une maison, c'est ça, pas d'impôt à cause de ma maison. Fait que si j'avais fait ça juste une fois par mois, je serais immensément riche. Tu sais, juste prendre le temps d'acheter une maison une fois par mois, ça se fait, là, c'est très facile, là, si tu fais ça à temps plein, c'est sûr que tu es capable d'acheter une maison par mois, de faire un bon investissement, mettre un locataire dedans. Fait que ça, c'était mon premier business case dans ma tête. À un moment donné, j'ai compris que je peux avoir plus qu'un locataire. T'es dans une maison, tu as un locataire, mais dans un 12 logements, tu as 12 locataires. Exactement. Fait que quand même, qu'il y en a un ou deux qui ne payent pas, tu peux payer l'hypothèque. Exactement. Fait que ça réduit ton risque de beaucoup. Fait que ma deuxième, au début, j'ai acheté 8 ou 9 maisons. Parce que je pensais que c'était plus facile à financer. Mais t'as 9 toilettes. Oui, c'est ça. 9 locataires qui te dérangent. Puis tu sais que s'ils ne payent pas, ben là, tu sais, c'est un locataire ne paye pas, ton hypothèque passe pas. C'était 100% vacancy. Puis j'avais pas catché encore le calcul de valeur économique. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai fait des coachings, je me suis amélioré, j'ai été sur ma licence de courtier hypothécaire, courtier immobilier. J'ai mis ça de côté, là, c'était pas pour moi, là, c'est pas le genre de travail que je voulais faire. Mais je voulais comprendre ce que ces gens-là pouvaient m'apporter, fait que j'ai suivi le cours au complet. Sure. Puis quand j'ai catché que c'était beaucoup plus facile de faire le financement de gros immeubles que de petits immeubles, tu sais, la mentalité d'où je viens me faisait acheter des petits immeubles puis dire, je paierai pas cher. Fait qu'il y a plus de gens qui vont les acheter. La logique est là, mais c'est pas plus facile à financer à la banque. Parce que les produits de la banque, c'est ça, ils regardent le cash flow, puis les produits de la banque, mais ce genre de maison-là, le produit, c'est pour un propriétaire occupant. C'est pas pour un investisseur qui va en acheter beaucoup. Tandis que quand tu achètes un 12 logements, un 16 logements, un 40 logements, ils comprennent que c'est un investissement que tu fais. Fait que le calcul est tout à fait différent. Fait que c'est plus moi qui supporte
le prêt, mais bien l'immeuble, les revenus de l'immeuble qui vont le supporter. Fait qu'à partir du moment où tu comprends bien et tu maîtrises ce calcul-là, ben, sky's the limit, là, tu peux en faire tant que tu veux. Parle-nous de ton premier investissement multilogement. C'était quoi, 6 unités? Un 4. Un 4, Un 4. Okay. Ça, je vais m'en souvenir toute Dans ma quel vie. coin? C'est à Saint-Hubert. Puis c'est des blocs que je passais souvent devant. Donc, c'était en 2009, de mémoire. Ouais, ça fait 10 ans cette année. Donc, 2009, tempête de neige, à l'époque, j'avais Tu l'as vendu ou tu l'as encore? on est en financement, je suis en train de le vendre là. Donc, tempête de neige, je me suis à jouer une pancarte à vendre, je me stationne 2 roues dans le banc de neige. Puis, tu sais, c'est les pancartes que tu vois chez Canadian Tire, là, écrit en orange là, dessus. Là, je sais que c'est pas un courtier, fait que je dis ça, c'est une belle opportunité. Fait que j'arrache la pancarte, je la glisse en dessous du cabanon, je voulais pas avoir de compétition. J'appelle le propriétaire, puis là, je laisse un message. Puis, une couple d'heures plus tard, il me rappelle, puis là, je m'entends avec lui, mais j'étais parti en tournoi de hockey avec mon fils. Fait que, en 2009, là, c'était difficile, là, c'est pas comme aujourd'hui, là, tout se fait sur un téléphone intelligent, là. First, on textait, fallait peser 3 fois pour avoir des lettres, là. C'est vrai, c'est ça. Fait que je fais ça en direct de Québec, envoie le fax, j'accepte. Puis, tranquillement, pas vite, ben, je trouve une structure, justement, pour acheter cet immeuble-là. C'est la première fois que j'ai utilisé le prêt privé. Donc, pour moi-même. Puis, as-tu utilisé ton propre argent ou tu as tout fait créativement? 100% financé. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, dans le fond, j'ai été chercher une hypothèque à 80% de la valeur. Un 4 logements, on peut aller chercher 80% en restant conventionnel. Maison privée? Ouais. Prêt privé, je veux dire? Non, bancaire. OK. Puis, avec ma maison à moi, j'ai pris une deuxième hypothèque sur ma maison, puis le prêteur m'a passé la mise de fonds pour que je vienne combler de l'autre côté. Fait que ça, c'est la première fois que je l'ai fait. OK, so you used your equity. Tu as utilisé ouais, j'ai utilisé l'équité de ma maison pour faire ça. Nice. Fait que, étant donné que j'avais donné une bonne mise de fonds sur ma maison, ben, c'était possible de le faire. Wow. Fait que ça, c'est le premier. 4 logements. Après ça, ça a été super vite. Là. J'ai acheté un 6, un 8, un 6, un 12, puis paf, un 40. Après combien de temps? Dans la même année. Wow. OK. Avec... mettons, en 2010, là. Avec quelqu'un investisseur, non? Oui, là, j'ai commencé à investir avec Eric. Là. Fait que, donc, tu as eu des investisseurs en arrière de toi qui ont investi ou? Non, on était en partenaire, 2 partenaires. On mettait toujours un peu de prêt privé. Fait que le truc, là, c'est d'acheter des immeubles qui ont un potentiel à développer. Fait que, tu sais, comme mon 40 logements, là, on pouvait augmenter la valeur d'à peu près 800 000 très rapidement. En augmentant les revenus? Ben là, on diminuait les dépenses. Fait que ça augmente, le revenu net. Fait qu'on a refilé la facture d'énergie aux locataires. Puis, on a passé d'une valeur, on payait 3,2 millions. On avait déjà une valeur économique à 3,4 millions. La valeur économique est passée à 3,9 millions. On est retourné voir la banque, puis ils nous ont redonné 580 000. Fait qu'on a repayé nos prêteurs privés avec ça. Puis là, c'est un immeuble qui va super bien. Là. Beautiful, man. Ce qui est le fun avec l'immobilier, c'est que ça te permet, à un moment donné, d'automatiser un système. Tu sais, à chaque fois qu'on achète un immeuble, on fait « Mon Dieu, pourquoi qu'on a acheté ça? » Là, on pense qu'on est dans le trouble. Là, ça dure 2, 3, 4, 5 mois parce que le vendeur, généralement, il arrête de s'occuper de l'immeuble. Tu sais, lui, il fait comme, ben, je vais vendre, fait que les petits travaux, je les fais pas. Fait que quand tu achètes, là, tu penses que tu es dans le trouble, tu as plein de petits travaux à rectifier. Faut que tu mettes une structure en place pour automatiser le système. Puis, tu sais, il y a des immeubles, ça fait 2, 3, 4 ans, j'ai même pas mis les pieds sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'on a automatisé un système qui permet de ramener de l'argent au bureau, de faire la gestion en direct du bureau. Puis, c'est les concierges qui vont se promener là-bas, puis faire les réparations, puis rencontrer les locataires, faire les renouvellements de baux, ces choses-là. L'équipe de gestion va être là pour ça. Mm-hmm. Puis, c'est quoi le plus grand défi d'investir au Québec ou dans l'industrie de l'immobilier? Le plus gros défi, il y a la régie du logement qui est un pas pire défi. Je comprends que c'est là pour aider les locataires à être certains qu'il n'y a pas des mauvais propriétaires. Mais je vous dirais, la plupart des propriétaires que je connais sont de bonne foi. Mais la plupart des locataires qui se ramassent à la régie, eux autres sont de mauvaise foi. Fait que, c'est quand même difficile. Les délais sont très longs. Puis, la régie, ça peut être 3 mois? Ah, puis des fois plus long. 6 mois. Aux États-Unis, ça peut être 3 jours. Oui, c'est ça. Mais tu sais, aux États-Unis, je trouve que c'est trop expéditif parce qu'il peut y avoir des gens qui se font mettre à la porte pour rien. Puis au Québec, c'est un petit peu trop long. Parce que, tu sais, à un moment donné, les associations de locataires, ben, ils sont, mais les propriétaires, il faut qu'ils mettent de l'argent dans le building, il faut qu'il faut que ça. Mais tu sais, quand tu as des pertes incroyables, des gens qui te payent pas, puis tu n'es pas capable de les mettre dehors, puis qu'ils continuent à user, puis à maganer, puis à déranger tes locataires, ben tu sais, faut qu'il y ait un juste milieu entre les deux. Je pense qu'il y a une refonte à faire. J'appelle tout le temps la régie du logement, le mal-aimé de nos ministères. Tu sais, as-tu déjà été dans une régie du logement?
Non. C'est vieux, c'est laid, c'est pas propre. Mais tu vas dans les bureaux de médecins, tout est rénové, tout est neuf. Tu vas à la SAC pour ton permis de conduire, tout est rénové, tout est neuf. Partout ce qu'on voit, c'est tout neuf, tout rénové. Mais pourquoi la régie du logement, c'est pas propre? J'ai jamais compris pourquoi le gouvernement mettait pas un petit peu plus de... sans mettre trop d'argent, là, parce qu'on s'entend que c'est des bureaux bien basiques, puis c'est un service à la clientèle, c'est un gros usage, mais il faudrait que ça soit refait. C'est des lois qui ont été faites dans les années 60-70. C'est plus la même réalité aujourd'hui. Les modes de paiement, c'est plus pareil. À l'époque, c'était seulement du paiement comptant ou par chèque. Là, maintenant, aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de faire des paiements plus rapides, des virements préautorisés, des machines Interact, ces choses-là. Je comprends pas qu'ils n'ont pas encore pensé de faire une refonte de ça. Dépôt de garantie, super important. Dépôt de garantie, là, ton locataire va faire attention pour récupérer son dépôt de garantie. Là, ils font ce qu'ils veulent, ils cassent tout ce qu'ils veulent. Le locataire arrive, il brise quelque chose, il appelle le propriétaire. Mais tu l'as brisé, répare-le. Cette mentalité-là n'est pas là. Puis on se fait tirer dessus parce qu'on n'entretient pas assez bien nos immeubles. Puis on n'a comme pas le choix. Augmenter de 2% les locataires par année. Cette année, entre 15 et 25% d'augmentation sur toutes les primes d'assurance des propriétaires de multilogements. Entre 15 et 25%. Moi, je peux augmenter de 2%. On fait quoi? Mais moi, c'est dans mes poches directes qu'on prend du profit. Fait que, le gouvernement devrait légiférer ça un petit peu plus. C'est plus ici pour le locataire au lieu du propriétaire des logements. Oui. Ça pousse beaucoup pour les locataires. Les propriétaires, malheureusement, c'est le gros défi, je pense. Ça, puis les banques qui changent souvent leurs critères. Il y a la SCHL aussi qui est très conservatrice depuis 1 an ou 2 pour aider les propriétaires à mettre moins de mise de fonds. Fait que la SCHL peut être rendue difficile, ralentir le processus beaucoup. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, ils ont des beaux équipements, ils ont des gens qui sortent des universités, qui travaillent chez eux, mais ça ralentit super le processus depuis 1 an à peu près. Ils ont des bonnes raisons probablement, c'est des cerveaux qui dirigent ça. Ils ont sûrement des bonnes raisons, moi je les comprends pas. Et en tant qu'investisseur, c'est irritant de voir que ça avance pas à notre goût. Là. Puis maintenant, comme tu as beaucoup d'expérience et tu connais la game par cœur maintenant, tout le monde peut s'améliorer tout le temps, mais si maintenant quelqu'un qui voudrait commencer dans l'investissement, s'il y aurait ta connaissance, est-ce que tu le recommanderais de commencer avec un 6 unités ou aller directement avec un 40-60 unités? Bien, il faut commencer avec 6-8, je pense, parce que, premièrement, il faut que tu t'assures que tu as envie de faire ça. C'est pas donné à tout le monde de négocier avec des locataires. Ça peut être quand même difficile. Là. Il y a certains locataires qui vont être très demandants, puis le temps aussi de t'habituer à faire la gestion de ça. Mais tu sais, une fois que tu as compris, une fois que tu as le mindset, après 3-4 investissements de 6, 8, 10 unités, bien, tu peux aller dans les plus gros. Plus que tu achètes gros à la fois, plus c'est facile d'avoir le financement. Avec les plus gros, c'est plus facile. Le financement, il est le fun. Pourquoi? Parce que ton directeur de compte, il est content. Tu sais, faire un financement de 25 millions au lieu de faire un financement de 250 000, le directeur de compte fait comme des gros financements. Tu sais, c'est le fun. C'est motivant pour tout le personnel. La même chose pour l'évaluateur, l'inspecteur, l'ingénieur qui va venir vérifier si c'est en état. Mais il trouve ça le fun de travailler sur un gros portfolio. Tu vas faire aussi une économie d'échelle. Fait évaluer un 6 logements, ils vont te charger 800-900$, donc à peu près 150$ la porte. Mais si tu fais évaluer 400 logements, ça va te coûter 50$ la porte. Fait que, l'économie d'échelle est là quand même. Même chose avec les assurances, même chose. Ouais, c'est ça. Fait que c'est l'avantage, puis tu vas payer moins cher la porte à la base. Fait que c'est quand même un bel avantage. Là. Parce que, tu sais, s'il n'y a pas de problème, ben, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui a travaillé à les régler, puis ben, le potentiel, il est là-dedans, il est déjà développé. Exact. Fait que chaque fois que tu as des problèmes à régler, c'est sûr que tu vas augmenter la valeur de ton immeuble. Puis, tu sais, si tu n'es pas prêt à te faire déranger une fois de temps en temps le week-end, parce qu'il y a une tank caoutchouc qui a explosé ou n'importe quoi, ça fait partie de la game. Mais si à chaque fois tu prends le téléphone, tu fais « Ah, mon Dieu, le ciel me tombe sur la tête. » Là, tu fais comme, tu sais, mauvaise attitude. « Ah, bon, mais parfait, on peut-tu couper l'eau? Qu'est-ce qu'on va faire? » Puis, tu sais, il faut juste régler le problème. Il faut garder une bonne attitude et pas être fâché quand ça arrive. Parce que si tu n'appréhendes pas que ça arrive, ben, tu vas avoir une bonne attitude, ça va bien aller. Là. Faut pas que tu te fâches sur ces choses-là. Faut que tu dises, ben, ça fait partie, c'est pour ça que je m'enrichis à chaque mois. Puis l'immobilier, c'est pas une business de cash flow. Hein. Il n'en reste pas beaucoup à la fin de l'année. Par contre, tu t'enrichis beaucoup au niveau de la valeur que tu crées. Parce qu'à chaque mois, tu payes une hypothèque qui diminue, tu dois moins d'argent, donc tu t'enrichis, puis ton parc immobilier prend de la valeur. Fait qu'un truc que je peux donner, si tu veux te lancer en immobilier puis dire, hey, je veux faire mon gagne-pain de ça, fais ton bilan 2 fois par année.
vérifie combien tes hypothèques ont diminué, combien de valeur ça a augmenté tes immeubles avec l'augmentation de tes revenus. Puis là, tu vas être motivé à dire, oh, tu sais, j'ai fait X milliers de dollars depuis 6 mois. Fait que moi, à chaque fois que je pars en vacances, dans l'avion, c'est ça que je fais. Dans l'avion, je remonte mon bilan. Puis, tu sais, il n'y a pas besoin d'être juste, mais tu sais, je sais que mon hypothèque est rendue là. Puis, la valeur a augmenté. Ah, non, il n'y a pas de renouvellement de baux. Ou oui, il y en a eu. On a diminué les dépenses, fait que j'ai une meilleure valeur. Fait que je remonte ma valeur, je diminue ma dette. En bout de ligne, c'est le net qui compte. Parfait. Une question pour vous. Est-ce que vous connaissez Grant Cardone? Oui. OK, parfait. So, he preaches, il dit louer où est-ce que tu habites et investir où tu veux louer. Ouais. Right? Qu'est-ce que tu penses de ça? Super intelligent. C'est vrai qu'une maison, c'est une grosse dépense, ça coûte cher. Puis si tu loues, ben, tu n'es pas pris avec ta maison. Tu sais, on veut changer d'auto à tous les 3, 4, 5 ans. Mais une maison, ça coûte tellement cher à transiger que tu peux pas faire ça. Fait que, tu pourrais dire, ben, je vais habiter en condo un bout de temps, en location, je vais louer une maison un bout de temps, fait que ça te permet de bouger puis de changer. Évidemment, personnellement, 3 enfants, puis pour les enfants, ça prend de la stabilité. Moi, j'ai décidé de m'établir puis de garder la même maison longtemps. Puis j'ai mis de l'argent dedans. Évidemment, c'est pas un bon investissement, l'argent que j'ai mis là-dedans. Mais c'est pour la famille longtemps. Exactement. C'est pour ton confort. Est-ce qu'une paire de souliers à 300 c'est un bon investissement? Non. Non, mais c'est beaucoup plus confortable qu'une paire de souliers à 20 Fait que c'est un petit peu la même chose. Tu payes tes vêtements un petit peu plus cher, mais tu vas être plus confortable dedans, ils vont durer un petit peu plus longtemps. Mais c'est pas un investissement, c'est parce que tu le fais pour toi-même. C'est pour ton personal choice. Mais dans le fond, c'est vrai qu'est-ce qu'il dit dans le fond que buying a house, it's not an investment. Non, c'est une dépense. C'est une dépense. C'est une dépense. Comme tu disais, tu même affaire qu'un auto. Ouais. L'auto, moi, je loue mes autos. Pourquoi? Parce que ça devient une dépense pour mes entreprises. C'est beaucoup plus rentable pour moi de louer l'auto que de l'acheter, puis qu'en bout de ligne, je perds du temps à essayer de la revendre. Puis là, quand l'auto va plus bien ou fait plus mon affaire ou le modèle est plus à mon goût, je remets les clés, ils m'en donnent d'autres, je sors. Tu sais, c'est clés en main, on se casse pas la tête. Fait que c'est super intéressant. Grant Cardone, je le suis un peu partout, tu sais. J'analyse ce qu'il fait, comment ce qu'il fait. Je suis pas un fan du personnage, mais sa structure est incroyable. Tu sais, moi, je trouve qu'il est pas assez in your humain. face. Ouais, c'est ça, il est pas assez humain. Tu sais, moi, voir un gars qui fait une vidéo, puis quand il débarque, il trouve pas la poignée de la porte parce que c'est pas son auto, je trouve ça fake un petit peu, tu sais. Yeah. Mais pour de vrai, la machine qui est autour de lui, c'est incroyable. J'analyse tout ce qu'il fait. Puis on essaie de reproduire à plus petite échelle là, au Québec. Tu sais, c'est difficile, il y a 6 millions de followers. Tu sais, au Québec, nous autres, avec les mordus d'immobilier, on est 50 000. Fait que ça se scale pas pareil. Super, 50 000 personnes. Ouais. Puis comment tu as fait en 10 ans, comme tu as passé, comme tu n'avais aucune expérience en immobilier auparavant? C'est où tu as eu ton expérience? là, mais tu sais, ça a commencé, mettons, il y a 12 ou 13 ans. Mais il y a 10 ans, les premiers multilogements. 13, 14 ans. Qui t'a appris, même? Est-ce que tu avais un mentor? Jacques Lépine, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Lépine. Jacques Le Lépine. fondateur du premier club immobilier au Québec. Il a fondé ça, je pense, début des années 2000. Ça, tu avais un mentor. Oui, c'est ça. J'ai lu les livres de Jacques Lépine, puis à la fin, il y avait son courriel. Fait que j'ai envoyé un petit courriel. Puis Jacques m'a répondu, viens me voir, je fais des soirées d'investissement immobilier, ça a lieu telle journée, premier mardi de chaque mois à tel hôtel. Je me suis présenté là, puis là, il était accessible. Fait que, il m'a inspiré, il m'a jasé, puis je l'ai suivi là-dedans pendant plusieurs années. J'ai fait toutes les formations qu'il offrait. Tu sais, les formations, c'est devenu une grosse business. Si tu vas sur Internet, formation d'immobilier, là, il y en a plein. Elles sont toutes bonnes, puis elles sont toutes pas bonnes. Elles sont toutes bonnes parce que si tu t'en vas là, tu t'engages à faire de l'immobilier. Peu importe ce que tu vas apprendre ou tu n'apprendras pas, tu as fait une pause dans ta vie pour dire, moi, je m'en vais faire de l'immobilier. Fait que même si tu tombes sur une formation qui est un petit peu moins bonne, ben, en dedans de toi, tu as fait un pas de plus pour faire de l'investissement immobilier. Tu as mis à ton horaire une plage horaire où est-ce que tu vas faire de l'immobilier. Puis c'est sûr que si tu prends l'habitude de faire ça souvent, tu vas finir par faire de l'immobilier. Tiens-toi avec des gens d'immobilier, tu vas faire de l'immobilier. Tiens-toi avec d'autres sortes de gens, tu vas faire du sport ou whatever. Mais si ton but, c'est de faire de l'immobilier, va dans ces soirées-là, va dans ces formations-là, puis à un moment donné, ça va venir tout seul. Mais il y a aussi la catégorie de gens que je connais, que moi, j'ai commencé en 2009 aussi à faire du club d'investisseurs immobiliers. Il y a des gens que j'ai rencontrés en 2009 qui, aujourd'hui, 10 ans plus tard, ils n'ont pas un immeuble. Ça, c'est plus des séminaires. C'est des Seminar personnes. junkies. Mais aussi, c'est des Oui, sales. c'est ça. C'est du social qu'ils font. Yeah. Oui, mais ils aussi vont des personnes rencontrer des gens. des speakers, exemple, qui sont juste des salespeople. Ouais. Ils font pas l'immobilier, ils Non, font juste hypocrite. vendre des cours. C'est ça. C'est un peu Est-ce que c'est hypocrite. une business ou est-ce qu'ils vendent des cours? Puis tu sais, c'est un petit peu plate des fois d'arriver, puis tu payes 20 $ pour ta soirée, ce qui est pas cher, mais là, tu as payé ton stationnement, puis tu sais, t'es pas avec ta famille cette soirée-là. Puis là, tu arrives, tu as une petite conférence de 10 minutes super intéressante. Une demi-heure, on essaie de te vendre des cours.
Là, après ça, tu as un autre conférencier, 8 minutes, super intéressant. Là, tu es excité, il débarque du stage, ils veulent te vendre des cours pendant 1 heure. Fait que, tu sais, c'est plate un petit peu, mais c'est pour ça qu'on a créé un petit peu les mordus aussi. C'est quoi la différence? Ben, les mordus, à la base, c'était juste des 5 à 7. Prendre une bière, ça me permettait de me sauver de ma femme puis d'avoir une bonne raison. Je faisais comme, je m'en vais au 5 à 7 des mordus, je suis obligé d'aller boire de la bière, tu sais. Fait que je revenais à la maison puis je me faisais pas chicaner. Mais on a commencé avec ça, puis à un moment donné, dans une soirée, quelqu'un qui disait, hey, on devrait faire un magazine. Fait qu'on se servait des réseaux sociaux pour organiser les événements. On a fait un magazine, puis les réseaux sociaux ont commencé à grossir. Puis là, notre page, il y a 45 à 60 000 interactions par mois. Fait que, tu sais, c'est quand même, c'est un groupe d'entraide. Les gens posent des questions, puis les gens les aident. Fait que ça grossit. Puis à travers ça, on a fait des événements. Fait qu'on a des 5 à 7, on a des événements qu'on appelle ça des facultés. Puis là, c'est juste des gens, ils n'ont pas le droit de vendre. Tu viens sur le stage, tu vends pas, mon ami. Tu t'en viens de donner tes connaissances. Puis s'il y a des gens après ça qui veulent t'acheter, ils t'achèteront en dehors de la salle. Okay. Fait que dans notre salle, nous autres, c'est vraiment, on donne des connaissances, on est très généreux, puis on s'assure que les gens puissent ressortir de là avec beaucoup d'inspiration, là, puis passer à l'action. La mission des mordus, c'est simple, c'est d'aider le plus de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Puis vous faites private coaching aussi? Oui, il y a des petits coachings privés qu'on fait. Comment ça marche? J'ai commencé il y a 2 ans. Puis pourquoi? J'ai pas beaucoup de temps, mais pour ordonner. Okay. Puis parce que j'apprends moi aussi là-dedans. Okay. Pour de vrai, là, tu sais, j'arrête le temps. Je m'assieds avec quelqu'un qui veut faire de l'immobilier, il me pose des questions, ça me challenge, ça me rafraîchit. Puis là, je dis, hey, je m'excuse, il faut que je me prenne une note pour moi-même. Fait que là, je me prends une note, j'ai telle tâche à faire. Fait que j'ai pris 20 coachés, on en a juste 20. Je les vois une fois par mois en privé 1 heure, puis une fois en groupe. Et combien par mois? Une fois par mois, Okay. 1 heure. Fait que ça me prend 20 heures. T'as 20 étudiants? 20 étudiants, pas plus, parce que là, sinon, ça fait beaucoup de temps. Là. Fait que c'est 20 heures, mais j'ai 20 heures, j'étais avec lui, mais avant, je me prépare. Après, il faut que je me prenne des notes pour son prochain coaching. Fait que ça donne peut-être comme une 40aine d'heures par mois là, de travail avec la soirée. Fait que la soirée est super intéressante. On se rejoint dans une salle de conférence. Puis étant donné, c'est juste une fois par mois, c'est pas tout le monde qui peut être là. Fait qu'on a une application vidéoconférence. Fait que là, on s'assoit. J'ai toujours un sujet que j'amène. Ensuite de ça, on parle d'un complexe de 114 logements qu'on le suit depuis le début. Fait que lors du processus d'achat, ensuite de ça, la rénovation qu'on a fait, puis là, on est plus en mode il faut laisser le temps faire son temps. Et refinancement, right? Oui, refinancement bientôt. Donc, puis ensuite, ben, c'est tour de table. Parfait. Toi, qu'est-ce que t'es rendu où dans tes projets? Qu'est-ce que tu as fait dans le dernier mois? Puis là, on apprend des aventures de tout le monde. Fait que tout le monde arrive avec des notes. Ah, moi, j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché. Puis là, ensemble, mastermind, cerveau collectif. Puis là, on lui donne des idées et on l'aide. Fait que c'est pour ça que je dis que j'apprends autant que les coachés. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est une de mes soirées préférées du mois, ça. Parle-nous des condos. Il y a plein de condos qui sont en train de partir. C'est fou, hein? Je me demande comment est-ce qu'ils vont faire pour tout remplir ça. Les condos, c'est la même chose que la maison, hein? C'est le fun comme investissement. Expenses, condo fees. Ça coûte cher, puis tu sais, aussitôt que tu n'as pas de locataire, il faut que tu sois capable de supporter. Très bon investissement, c'est neuf, peu d'entretien à faire, mais assure-toi que tu es capable de le supporter si tu l'achètes. Parce que tu sais, il peut être vite 2 mois. Si tu tombes pendant ta période de vacances, pendant un moment où c'est plus difficile de louer, pendant qu'il y en a 8 dans l'immeuble à louer, tu as de la compétition. Même s'il ne paye pas, ça peut prendre 3-4 mois aussi. C'est ça, s'il ne paye pas, tu sais, le locataire ne te paye pas, il faut que tu aies fait un bon due diligence. S'il ne te paye pas puis il décide qu'il reste là, t'es fait. Faut que tu sois capable de le supporter. Ça peut aller jusqu'à quoi, 6 mois? Bien, ça dépend. S'il fait des requêtes, puis il fait repousser, puis il dit oui, je l'ai payé, ça m'est déjà arrivé. Oui, je l'ai payé. Et là, je dis non. Oui, je t'ai payé. Et je suis parfait, sors une preuve. Là, le commissaire, il a donné la chance de refixer une date pour qu'il vienne, tu sais, puis il s'était pas présenté, puis il avait demandé. Fait que, tu sais, il y a des trucs pour étirer dans le temps. C'est pour ça que je dis que la régie de logement, tu sais, c'est un petit peu lourd comme structure. Mais s'il étire 2, 3, 4 fois, ben là, on est fait. Là, ça a pris 2, 3, 4 fois. Ben, chaque fois, c'est 4 à 6 semaines pour avoir une nouvelle date. J'ai un locataire qui est parti puis qui a laissé des dégâts puis qui m'a empêché de rentrer dans l'immeuble pour le louer. Fait que, j'ai fait la liste de mes dommages. J'ai présenté ça à la régie en 2013 puis je viens d'avoir un jugement. Wow! 6 ans plus tard. That's crazy. Parce que le gars, il se présentait puis il s'obstinait puis il repoussait les dates puis... à un moment donné, j'arrive là, il n'est pas là. Fait que là, j'obtiens comme un jugement par défaut. Non, rétractation de jugement. Il dit non, j'étais malade, fait que je ne peux pas être là. Puis il a juste. Il prend avantage du système. Exact.
Fait que là, j'ai réussi à avoir mon jugement, mais 6 ans plus tard. Mais c'est un jugement de 2200 $. Pensez tous les efforts que j'ai mis pour 2200 $. C'est là le piège. C'est que la plupart des propriétaires, ils font 2200, j'ai travaillé 200 heures, je travaille pas à 10 pièces de l'heure, je vais pas. Mais là, les locataires, ils savent ça. Puis les bougons, là, je les appelle les bougons, ils servent de ça. Un bougon, c'est, je sais pas, il y avait une émission, là, l'émission Les Bougons en français. OK. C'est comme des locataires là, qui mangent les crottes de fromage. Là. Ah, OK. Squatters. Ouais, c'est ça, des genres de locataires bougons. Puis, tu sais, c'est des gens qui prennent l'aide sociale puis ils n'en ont pas besoin. Ils trichent à la régie du logement, ils trichent à l'assurance chômage. C'est un bougon, ça. Il y a du monde qui demande, parce que maintenant vous avez plus que 700 portes, c'est ça? Ouais, presque 800. 800 portes, félicitations, wow. Merci. As-tu construit ton portfolio avec de l'argent des investisseurs, un financement créatif ou votre propre argent? Ou le mélange de trois? C'est le mélange des trois. Mais très peu de mon propre argent. Pour de vrai, j'ai commencé, j'étais cassé. J'ai commencé avec l'argent des autres, puis j'ai trouvé que c'était une bonne recette. Je gardais mon argent pour les imprévus, pour les problèmes, pour les locataires qui ne payaient pas. Ça, c'était mon coussin de sécurité. Et à chaque fois que je faisais un montage, je m'assurais de faire un achat que je pouvais me permettre de le financer à 100%. Des fois, j'étais cash flow négatif pendant une période de temps, mais je m'assurais que dans mon budget, j'étais capable d'être cash flow négatif. À un moment donné, j'ai acheté un 8 logements 100% financé prêteur privé, puis je perdais 2000 $ par mois. Puis là, je racontais ça à des gens dans les clubs d'immobilier, puis ils me disaient « Non, mais t'es fou, c'est beaucoup trop risqué. » Ouais, attends un peu, là. Je viens de payer le prêt privé sur cet immeuble-là, donc il devient cash flow positif de 2000 par mois. J'achète cet immeuble-là, il est cash flow négatif de 2000 par mois, mais j'ai un plan pour refinancer à la banque pour qu'il devienne cash flow positif. Je prends ces deux immeubles-là, je les mets dans le même compte de banque. Je break even. Celui-là capitalise, celui-là capitalise. Fait que je fais de l'argent, mais dans mon cash flow, c'est break even. Évidemment, il faut que je supporte. Si jamais une toilette qui brise, je vais devoir la changer. Mais à cette époque-là, tu sais, j'étais capable de prendre ce risque-là. Si j'avais voulu acheter l'immeuble puis mettre une mise de fonds, ça m'aurait pris 150 000 à peu près de mise de fonds. Ça veut dire qu'à 2 000 par mois, c'est 75 mois, il faut que je mette 2 000 $ par mois. Je peux acheter tout de suite, commencer à capitaliser, ou attendre 75 mois à mettre 2 000 $ de côté par mois. C'est la même chose. Absolument. C'est la même chose, sauf que je commence tout de suite. Ça, c'est l'effet levier. Exact. Utilise l'argent des autres au maximum, puis garde ta propre argent pour tout ce qui peut arriver. Plus que tu as un gros coussin de sécurité, moins tu es à risque. Tu sais, si je prends tout mon coussin de sécurité puis je l'injecte dans une transaction, qu'est-ce qui arrive? Il arrive un problème, j'ai plus rien. Fait que, tu sais, j'aime mieux avoir mon coussin de sécurité, utiliser l'argent des autres. Puis, tu sais, si le deal, il fait pas de sens, financé à 100%, ben fais-le pas. Trouve-en un autre. C'est ça qui arrive, les gens souvent sont un petit peu, on est tous un petit peu paresseux, on prend le chemin le plus facile. Puis si tu achètes un deal qui fait pas de sens, ben achète-le pas, c'est tout. Où est-ce que tu te vois dans les prochaines 5 à 10 années? Ben, le but, mon target vraiment, c'est d'avoir 100 millions en gestion pour aider des gens, puis 5000 portes. Fait que 5 ans, je pense que c'est très réaliste de dire qu'on va être rendu à 5000 portes et 100 millions en gestion. Parce qu'on a travaillé fort à mettre des structures en place qui vont permettre qu'on arrive à ça. Après combien de portes est-ce que quelqu'un peut faire ce tremplin? Ça dépend le cash flow, mais environ. Tu peux calculer à peu près 1000 $ par porte. Fait que, tu sais, ça dépend plus de combien tu as besoin pour dire je fais ça à temps plein puis je lâche ma job. 1000 $ par année par porte, oui? Par porte, oui. 1000 $ par année. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a 50 portes, en principe, devrait générer 50 000 de salaire pour lui-même. Tu sais, une fois qu'il a tout payé sa gestion, ses affaires, là, il resterait 50 000. Puis, c'est une règle du pouce, là. Ça peut être 40, ça peut être 60. Les gens qui gèrent extrêmement serré et qui en font beaucoup de leurs mains, ben, ils ont moins de dépenses, ils vont en garder plus. Mais si tu as une règle de peu près 1000 $ par porte, ça fait du sens. Tony Robbins, c'est pas mal mon gourou, là. J'ai tous ses livres, là. Les livres, les CD, je les suis partout dans le monde. Puis, pour ce qui est de la santé, l'évolution du mindset, la business, toutes ces choses-là, je trouve qu'il fait avancer, puis c'est probablement le gourou le plus complet. Puis ensuite de ça, ben, au Québec, je vais essayer de suivre tous ceux qui sont en immobilier. Je travaillais aussi beaucoup avec le groupe Avego, c'est des entrepreneurs. Fait que, c'est du mindset, c'est du réseautage. C'est comme ça que j'ai bâti mes entreprises puis mes contacts. Tu rencontres des gens, puis tu te dis tout le temps que tu veux faire le plus d'immobilier possible. Puis là, à un moment donné, tu as une référence, tu as un bon deal. Je trouve que c'est des bonnes places pour aller réseauter puis faire des nouveaux amis. Je me suis fait plein d'amis, vraiment des amis très proches dans les réseaux d'immobilier puis d'entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'on parle le même langage. Tu sais, quand j'arrive là, dans la famille, les cousins, beaux-frères ou n'importe quoi,
je commence à parler d'immobilier, ils me trouvent plate. Les autres, ils me parlent d'auto, puis moi, je trouve ça plate. Fait que j'aime ça pouvoir parler avec d'autres gens. Puis, tu sais, les entrepreneurs ont tous un petit peu d'immobilier, là. Il y en a qui ont beaucoup de portes, il y en a qui ont moins de portes, mais tout le monde qui est entrepreneur finit par dire, avec les fibre entrepreneuriale, il faut que j'achète un bloc ou deux. S'ils n'ont pas, ben, ils ont l'intention d'en avoir à un moment donné. Fait qu'il y a toujours des belles discussions à avoir, puis parler de sa passion, ben, c'est toujours le fun. Tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, puis maintenant je vais rappeler. Tu as commencé avec ton premier 4 portes, puis tu avais vu le petit sign dehors qui dit à vendre. Donc, ça, c'est vraiment comme du seller, comme direct to the seller. C'est comme directement le propriétaire. Donc, toi, tes leads ou tes acquisitions que tu as faites, c'est-tu des off-market deals, des deals? 50-50. OK. Moi, là, au Club d'investisseurs immobiliers, dans un des premiers cours que j'ai fait, il disait faut que tu bâtisses ton soleil d'abondance. Fait que là, on avait comme un gros rond avec plein de petites pattes, ça faisait comme un soleil. Puis sur chaque patte, il fallait marquer un endroit où est-ce qu'on pouvait trouver un lead. Fait que tu peux trouver un lead dans le journal, sur Internet, sur Kijiji, sur Centris, avec les courtiers, dans les clubs immobiliers. Fait que là, tu bâtis le plus gros soleil d'abondance que tu peux. Puis, ben, à un moment donné, ça va revenir. T'sais. Mais ça prend des années à bâtir un gros soleil d'abondance. Fondation. C'est ça, c'est ta fondation. Fait que c'est ton réseau, ton network. Fait que tu vas parler à plus de gens possible, là, dire que tu en veux. Tu vas mettre des annonces. J'ai un réseau d'affichage publicitaire numérique, puis il y a des annonces. J'achète vos maisons. Donc là, je reçois des leads. Fait que, j'ai un partenaire qui, lui, fait des flips. J'y refile les gens qui veulent vendre des maisons. Ceux qui veulent vendre un bloc, mais je les garde, puis je les analyse, puis j'essaie de faire des transactions avec les autres. Chaque semaine, depuis 10 ans, j'ai déterminé un secteur, puis j'envoie 50 lettres par semaine. À chaque semaine, il y a 50 lettres qui partent pour dire à ces propriétaires-là, oubliez pas, avant de contacter un courtier ou quoi que ce soit, appelez-nous, on est acheteur rapide, sans problème. Puis ça, j'ai monté cette base-là avec mon fils quand il a eu 14 ans. Il voulait avoir un scooter. J'ai dit, pas de trouble, mon fils, si tu veux un scooter, tu vas travailler pour moi cet été. Fait qu'il partait à 9 h le matin en scooter, prenait des photos des immeubles, il vérifiait l'âge de la toiture, le nombre de portes, la brique est en bon état, les portes et fenêtres sont à peu près de quelle année. Fait qu'il m'a monté une belle base CRM avec tous les immeubles que j'aimerais posséder. Fait que on a pris une map, j'ai dit, tout ce secteur-là, tu fais toutes les rues une à la fois. Je veux pas que tu manques un 6 logements et plus. Smart. Ouais. Fait que ça m'a coûté comme, je sais pas, 2000$ un scooter, c'est combien ça coûte? Pas cher, monter une base de données, là. Lui, il était content, il se promenait en scooter. Pendant qu'il fait ça, il fait pas de mauvais coups, fait que c'était bien intéressant. Puis, est-ce qu'il fait de l'immobilier avec toi maintenant? Lui, il a lancé les mordus de pelouse. Mordus de pelouse? Ouais, vu que j'avais un magazine mordus d'immobilier, lui, il a dit, je vais faire les mordus de la pelouse, puis il coupe des gazons. Yeah, landscape, that's right. Il coupe tous mes gazons là, de tous nos immeubles. Puis, ben, à travers les mordus, il va chercher des clients. Là. Fait je pense qu'il a fait comme 80 000 de contrats de pelouse dans sa première année. Ouais. Bravo. Pas mal fier. Puis à quel âge? 20 ans. Puis toi, de quel âge? 43. Wow. 44, je vais avoir 45 bientôt, ça passe vite. 44, c'est le nouveau 25, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, pour de vrai, je pense que je suis plus en forme que quand j'avais 25 ans. Je m'alimente bien maintenant, je fais attention, je calcule mes heures de sommeil, je vais au gym régulièrement. Puis, c'est sûr, ça peut toujours être mieux, mais on est actif, on fait attention au cerveau, on fait attention au corps. Il faut. Ouais, c'est le fun. Pour les gens qui regardent cette émission maintenant, qui veulent commencer dans entrepreneurship ou dans l'immobilier, quelques conseils tu peux lancer pour eux? Il ne faut pas rester pris dans la paralysie de l'analyse. T'sais, en immobilier, là, c'est beaucoup de chiffres. Fait que là, tu regardes les chiffres, là, tu n'es plus sûr, puis tu ne le sais pas. Fait qu'il faut mettre un pied devant l'autre, puis il faut faire des offres. Puis là, il y a plein de gens qui vont suggérer, fais des offres ridicules, puis soit qu'il y en a une qui soit acceptée. Fais pas ça. C'est vraiment important de ne pas faire ça. Tu fais des offres ridicules, personne ne te prend au sérieux après 6 mois. T'sais, parce qu'ils savent que c'est toujours ridicule, puis tu veux bâtir des relations gagnant-gagnant avec des gens. Chaque fois que je fais une transaction, est-ce que c'est bon pour l'autre partie, puis c'est bon pour moi? Parce que l'autre partie, elle va me référer après. Il y a des gens qui j'ai acheté des immeubles qui m'appellent, « Hey, mon cousin veut vendre son immeuble, es-tu intéressé? » Pourquoi? Parce que j'en ai laissé 100 ans pour que les deux, on fasse une belle transaction. Si j'ai l'impression de voler l'immeuble à l'autre ou... T'es pas le requin. Non, je veux pas être requin. Est-ce que c'est un bon deal pour moi? Oui, parfait, j'en veux pas plus. Je vais pas essayer. Il y a un coaché que, malheureusement, j'ai pas continué avec lui parce qu'il avait dit, on va l'extorquer en négociation. Il dit, là, on va le saigner à blanc. Je dis, non, malheureusement, on ne pourra plus travailler ensemble. Moi, je ne saigne pas les gens blancs. Évidemment, s'il y a une opportunité, je vais la saisir. Si j'arrive, le client dit, moi, je veux 475 000 pour mon 6 logements,
Je lui dirais pas, mais non, ça vaut 550. Mais tu sais, si la personne me dit ça vaut 550, puis je dis, moi je pense que ça vaut plus 525 pour telle raison, ben tu sais, je trouve ça c'est correct. Mais si je me rends compte que cette personne-là est un petit peu mal prise, puis ci, puis ça, en cours de route, j'essaierai pas d'aller chercher jusqu'à temps qu'il soit au bord de l'agonie, là. Tu sais, mon deal est bon à 525, pourquoi je voudrais t'écœurer? Donne-moi les bonnes conditions, collabore avec moi, réfère-moi d'autres vendeurs potentiels que je puisse faire d'autres acquisitions, puis je vais être heureux. Ça sert à rien de toujours vouloir aller chercher chaque scène supplémentaire que tu peux. Tu brûles ta réputation dans ce temps-là. Donc, puis si quelqu'un aussi veut te suivre pour faire de l'immobilier ou avoir du coaching ou n'importe quoi, est-ce que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux? Bien, il y a le groupe Mordu d'immobilier, la page Mordu d'immobilier, la page Jocelyn Grégoire Investisseur. Fait que c'est une page que j'ai fait parce que souvent, tu sais, je parle beaucoup de mindset, ces choses-là, fait que je vais utiliser cette page-là. Une autre question, Airbnb. Oui. Maintenant, il y a du monde ou des investisseurs qui achètent des immobiliers, ils le font tout en Airbnb parce que ça augmente les revenus. Exact. Puis après, ils peuvent le vendre plus cher le building. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est très dangereux d'investir beaucoup en Airbnb. Si tu as un immeuble ou deux, c'est correct. Probablement, la législation change rapidement là-dessus. Là, c'est une nouvelle technologie, la législation va changer. Fait que moi, je n'investirais pas trop dans un domaine où est-ce que ça se peut que le gouvernement décide non, on n'en fait plus d'Airbnb parce que ça tue l'économie des chaînes hôtelières, ces choses-là. Fait qu'il faut faire attention de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Mais j'en ai fait un petit peu. C'est extraordinaire. L'application est extraordinaire. Les revenus, tu doubles les revenus. Tu sais, on loue un condo à peu près 2500 $ par mois. Puis maintenant que le syndicat de copropriété a décidé qu'on n'avait plus le droit de faire ça, là, on le loue 1200 par mois. Fait que tu sais, c'était plus que le double. Fait que c'est super. Mais tu vois, le syndicat de copropriété décide qu'on n'en fait plus dans cet immeuble-là, je peux plus le faire. Si mon business case c'était ça, mais là, mes revenus diminuent. Mais j'avais pas besoin de ces revenus-là. Mais imagine quelqu'un qui se bâtit une vie, puis il va emprunter pour un chalet, puis il se dit c'est ça qui paye ça. Oups, il peut plus le faire. Fait que, tu sais, la législation est encore faible un petit peu. Bientôt, selon moi, 2, 3, 4, 5 ans. Mais là, on va avoir une législation qui... peut-être c'est fini, mais peut-être aussi qu'il va y avoir une législation où est-ce qu'on ça va être clair. Tu savais que 80% des Airbnb au Québec sont illégaux? Ben oui. Tu sais, ils sont dans des secteurs où ils n'ont pas le droit de faire ça. Fait que, tu sais, c'est de voir comment est-ce que ça va se changer. Puis oui, quand la législation va être stabilisée, c'est un très, très, très beau mode de travail. J'ai un ami qui fait du condo, du chalet. Okay. Donc lui, Airbnb, chaletloué.com. Puis il loue son chalet. Fait que son chalet, quand il l'utilise, lui coûte rien parce que toute l'année, il est rentable, il fait même un profit à la fin de l'année. Tu penses que c'est une bonne idée? Oui, c'est une très bonne idée. Oui, c'est super. Mais tu sais, il faut aussi pas trop être attaché matériellement à nos affaires. Le plancher, les murs se graffinent plus vite, tu as moins d'intimité un peu. Mais ça rapporte des beaux revenus. Fait que c'est un compromis. Tant qu'à louer un chalet 2 semaines par année qui n'est pas à toi, peut-être faire une business avec, que ça te paye, puis quand tu l'utilises pour toi-même, il ne coûte rien. Ça peut être intéressant. Et remortgage. Et fais le livre, d'acheter des blocs avec ça, puis ça va diversifier aussi. Tu sais, un petit peu de condo Airbnb, un petit peu de chalet Airbnb, des multilogements, tu fais un flip de temps en temps, tu peux arriver à vivre de l'immobilier rapidement grâce à ça. Tu sais, quelqu'un qui est tanné de sa job, qui dit, moi, de 9 à 5, je suis plus capable. Bien, il y a des façons de générer des cash flows avec ces différentes options-là. T'es vraiment inspirant, man. Puis je vois que... Moi, je suis inspiré. Moi, je l'ai fait pour la bonne raison, pour de vrai, tu sais. Puis ça, mes comptables n'aiment pas ça. Parce que, tu sais, mon but premier, c'est pas vraiment de faire de l'argent. Oui, la finalité, il faut faire de l'argent, parce que c'est ça l'outil qui permet de faire d'autres. Mais ma mission, c'est d'aider le plus de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Puis la mission des entreprises, c'est qu'on aide des gens de milieux populaires à avoir des aides de vie inspirantes, des aides de vie avec de la valeur du service ajouté. Fait que, les deux sont en lien. Fait que les gens qui vont venir investir chez nous, on les aide à se libérer financièrement. Avec ça, on achète des immeubles populaires, des quartiers populaires, des vieux immeubles où est-ce qu'on donne plus de services, plus de qualité de vie. Fait que tranquillement, pas vite, ben notre mission, ça prend forme. Puis j'ai appris ça chez Tony Robbins, justement. C'est que si on s'en tient à cette mission-là, veut pas un jour, on va tout mettre en place pour que ça génère des revenus suffisants, puis pour que tout le monde puisse bien vivre de ça. On va faire une collaboration ensemble. 100%. Sûr et certain. Let's do it, baby. Donc, Jocelyn, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Sérieusement, tu es vraiment une inspiration. 100%. Ta mission, vraiment d'aider le plus grand nombre de personnes à acquérir la libération financière, c'est incroyable. Donc, props to you, man. Félicitations. Merci pour ton temps. Merci.